10 minutes, chronique. Mardi 21 mai dernier, nous étions 700 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Nous étions là pour le théâtre, je veux dire pour l'art théâtral. Nous sommes venus pour assister à la représentation d'une pièce qui a 2500 ans, imaginée, écrite de si longue date que l'on se demande parfois comment elle a pu parvenir jusqu'à nous. De tellement loin, comme venue de voix si lointaines, qu'il suffit d'imaginer ce long parcours pour que notre place dans ce monde nous paraisse ce qu'elle est, si petite. Cette représentation allait nous plonger dans la Grèce antique, celle d'Échille, mais aussi celle d'Aristophane, d'Euripide. Et ce voyage dans le temps, Philippe Brunet, metteur en scène et directeur de la compagnie de théâtre antique Démodocos, était décidé à nous l'offrir. La pièce, Les Suppliantes d'Échille, avait dû être annulée le 25 mars pendant le festival Les Dionysies. Un mois plus tôt, les comédiens n'avaient pas pu jouer et les spectateurs déjà présents avaient dû repartir. Pourquoi ? À cause des masques que portaient les acteurs, dénoncés sur les réseaux sociaux pour racisme. La pièce met en scène les Danaïdes, jeunes filles de Libye, venues demander asile aux Grecs de la ville d'Argos. Les acteurs, comme ceux de la Grèce antique, portent des masques cuivrés. La cinquantaine de militants de la Ligue de défense noire africaine, en voyant ces masques, ont crié au blackface, en se référant à un certain théâtre américain du XIXe siècle, où des acteurs blancs se maquillaient le visage pour se moquer des Noirs. Si la pratique du blackface n'est évidemment pas acceptable, le travail des acteurs et du metteur en scène des suppliantes était bien éloigné de ce procédé. Le masque est indissociable du théâtre antique, et il revêt, selon les personnages, différentes formes et différentes couleurs. Était-ce une raison pour séquestrer une partie de la troupe, la menacer physiquement et insulter le public ? À ce procès d'intention devant ce contresens qui ignore les codes du théâtre dans l'Antiquité grecque, Philippe Brunet a dit « Le théâtre est le lieu de la métamorphose, pas le refuge des identités. L'acteur, sur une scène, joue à être un autre, devant une réunion de gens qui jouent à le prendre pour un autre. » Philippe Brunet et sa troupe n'ont pas cédé, puisqu'un mois plus tard, le grand amphithéâtre de la Sorbonne bruissait des conversations avant la représentation, dans une ambiance calme, sereine et heureuse. Nous étions là, je l'ai dit, pour le théâtre et pas pour une polémique qui n'aurait pas dû avoir lieu. Décor simple, sur un plateau quasiment nu, une estrade, entourée de 2 panneaux, représentant l'un un paysage montagneux, surplombant la mer, l'autre des colonnades. Quand il vient présenter le spectacle ce 21 mai, Philippe Brunet parle de conjuguer la fraternité et la vigilance. Il est bien évident qu'il ne parle pas de la vigilance qui dresse les uns contre les autres, dans la méfiance, mais bien de celle qui fait barrière aux influences et au repli. Les suppliantes d'Échille sont les Danaïdes, les 50 filles de Danaos. Elles fuient leurs 50 cousins, les Égyptiades, qui veulent les épouser et qui les poursuivent. Pour leur échapper, elles traversent la Méditerranée, accompagnées de leur père, et se réfugient en Grèce pour demander l'asile au roi d'Argos. Ce dernier écoute leurs supplications puis se retire pour demander la vie de son peuple. Doit-on accueillir les Danaïdes ? Doivent-elles retourner dans leur pays ? Puis, Danaos annonce à ses filles que le peuple leur accorde ce qu'elles demandent, asile et protection. Danaos. Courage, mes filles, tout va bien chez les gens d'ici. Le peuple vient de faire un vote définitif. Le vote des Argiens ignore l'ambiguïté, et dans mon cœur de vieillard, je me sens rajeunir. Le peuple entier unanime a levé le bras droit. Les terres a frissonné quand ils ont promulgué que nous sommes libres de nous établir dans ce pays d'asile sans risque d'être renvoyés. Personne parmi les habitants ou les arrivants ne nous saisira jamais, et si l'on nous contraint,
Les habitants qui nous refuseront leur secours seront privés de droits et livrés à l'exil. C'est alors que les navires des 50 cousins, les Égyptiades, apparaissent sur la mer. Ils vont accoster. Danaos surveille la mer et s'inquiète. Je vois un navire aisé à reconnaître. On distingue bien le gréement de sa voile et les pontons du vaisseau, et la proue qui par devant jette un œil sur le chemin, pour ses ennemis un peu trop dociles aux injonctions du gouvernail, qui de l'arrière dirige tout. On distingue des hommes d'équipage à la noire peau bien visible qui se détache sur les drapés blancs, puis le reste de la flotte et l'entière armada bien nette, et la nef de tête près du littoral, bordant sa voile, lance sa rame avec vigueur. Les émissaires des Égyptiades arrivent. Ils menacent le roi de lui déclarer la guerre s'il accueille les Danaïdes. Mais ce dernier répond qu'elles sont libres de vivre où elles veulent et qu'elles peuvent rester à Argos. Les émissaires répondent en termes brutaux. « Oust, oust, en felouque de tous vos pieds, sinon, rasez cheveux, tatoués et du sang plein, du carnage ont fait sauter les têtes. » Les émissaires finalement se retirent, non sans avoir lancé cette menace au roi. « Tu viens de soulever le germe d'un conflit, puissent les mâles sur les femmes l'emporter. » Le roi prend la parole et s'adresse aux Danaïdes. « Quant à vous toutes, avec vos suivantes, reprenez courage, entrez dans notre cité bien protégée, enclose dans le lourd artifice de ses remparts. L'État possède de nombreuses maisonnées. » La pièce se termine par un chant d'espoir. Et que le bonheur s'ensuive au nom des Olympiens. Le spectateur a été immédiatement plongé dans un monde dépouillé, où seule existe une volonté légitime de liberté, une écoute, un accueil face à la brutalité. Cette simplicité s'exprimait par le chant scandé du texte, en grec ancien et en français. L'alternance des déclarations d'une seule voix par les jeunes filles et les réponses pondérées de Danaos et du roi berçaient la tragédie. Était-ce utile de comprendre chaque mot de ce que les Danaïdes clamaient? Était-ce indispensable de tout saisir de chaque phrase des discours du roi d'Argos ou de Danaos? Les menaces inarticulées des émissaires furieux avaient-elles besoin d'une traduction? Je dirais non. Tout ce qui se déroulait sous nos yeux était évident. La douleur des Danaïdes, la compréhension du père, la sagesse du roi, la brutalité des cousins, l'accueil sans condition. On ne pouvait que goûter l'étrangeté des voix unies des Danaïdes dont les sons s'enroulaient dans l'espace, se laisser fasciner par le mouvement des corps virevoltants de ces jeunes filles, le rythme de leurs pas dansants et par leur posture tantôt implorante, tantôt farouche. La disposition hiératique des anciens était étrangement apaisante dans une situation de menace violente. Personne alors dans l'amphithéâtre ne pensait à ces masques qui couvraient les visages des personnages. Quand la pièce est terminée, que les comédiens et les musiciens sont venus saluer, l'absurdité même des revendications du mois précédent paraissait déjà très ancienne, balayée par la beauté de ce que nous avions vu. Nous étions heureux en sortant dans la rue, d'avoir pu assister à cette représentation qui avait failli ne jamais se faire. Pourtant, une petite question tournait dans ma tête. Avant la représentation, pendant et maintenant encore, nous avions été protégés par la police, postés devant l'entrée de la Sorbonne. Aujourd'hui, être protégé par la police pour assister à un spectacle, cela signifie quoi? Vous retrouverez ce texte, quelques photos, des liens, en allant sur le site MCH. 10 minutes chroniques, un clic sur « Les suppliantes, enfin ». Le 14 juin, grande conversation à 18h30 à la bibliothèque Oscar Niemeyer. Nouvelle censure et artistes sous pression. À bientôt.